On est d'autant plus heureux de vous accueillir qu'on est 2 tiers de Français métropolitains et 1 tiers de personnes d'autres parties du monde, notamment du Canada, évidemment, mais aussi Haïti, Mexique, Pays-Bas et Suisse. Et vous êtes pour 1 tiers représentants de collectivités locales, notamment en charge de la gestion de l'eau, mais probablement pas que. 1 tiers vont être des prestataires, notamment des paysagistes, des aménageurs et des bureaux d'études en hydrologie, voire plus large en environnement. Et donc, on a bien la représentativité des acteurs que l'on souhaite mobiliser autour de ces enjeux de gestion des eaux pluviales en ville et de mobilisation de l'arbre comme étant un fer de lance de cette stratégie. Très, très rapidement, vous présentez le GREI qui repositionne un peu son image, ou en tout cas son positionnement. Le GREI est une association à loi 1901, mais on se positionne comme étant un pôle eau et territoire et une ressource pour accompagner les territoires vers des démarches de territoire eau responsable, avec 3 piliers dans nos activités: l'animation de dispositifs de recherche, l'animation technique et le réseautage, et la diffusion d'informations pour faire évoluer les connaissances et les savoirs et savoir-faire. On travaille avec 3 entrées thématiques. Une première qui est gestion de l'eau dans la ville, et en particulier tout ce qui est eau pluviale. Un volet plutôt eau et santé, avec l'assainissement et la problématique des micropolluants dans l'eau et l'approche de santé unique, avec les enjeux de qualité de l'environnement vis-à-vis de la santé humaine et la santé animale. Et puis enfin, une entrée sur la gestion de l'eau par bassin versant et gestion des milieux aquatiques, notamment sur le bassin versant du Rhône. Aujourd'hui, c'est une association qui rassemble 350 adhérents, avec une centaine de rencontres par an, en incluant toutes nos réunions, 2500 participations, des documents référencés au fur et à mesure de nos publications, et puis de grands rendez-vous internationaux, Ease River sur les fleuves et grandes rivières, et l'année prochaine, ce sera Novatec sur la gestion de l'eau dans la ville. Sur la gestion intégrée de l'eau dans la ville, en termes de recherche, on s'appuie sur l'Observatoire de terrain en hydrologie urbaine, l'OTU, qui est sur le territoire de la métropole de Lyon, avec un partenariat d'une vingtaine d'années, un peu plus d'une vingtaine d'années, avec des programmes de recherche qui sont développés en appui sur cet observatoire et cette collaboration France-Québec que l'on a mis en place depuis maintenant bientôt 3 ans et qui se renforce petit à petit, notamment à l'occasion de ces rencontres. En termes d'animation technique, on a une animation régionale avec notamment des groupes de travail sur l'autosurveillance des systèmes d'assainissement, sur le lien eau pluviale et aménagement et sur la définition de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines au niveau national. Et au niveau français, on anime un réseau, en fait, ce n'est pas français, on anime un réseau francophone des animateurs territoriaux eaux pluviales, et les Québécois y sont les bienvenus pour faire de l'échange d'expériences directes. Et puis, on contribue au plan d'action national eaux pluviales qui a été signé en fin d'année 2021 et qui renforce les ambitions de notre gouvernement et de notre territoire en matière de gestion intégrée des eaux pluviales. Et puis enfin, sur la base de l'animation des dispositifs de recherche et l'animation des groupes de travail technique et les retours d'expérience, on diffuse autant que possible l'information, que ce soit des publications avec des notes, des guides, des outils méthodologiques, un observatoire régional des opérations exemplaires, des outils un peu plus pédagogiques comme Méli-Mélo, Démêlant les fils de l'eau, avec des vidéos et des documents. Et puis, on développe aussi l'accompagnement des territoires. On a mis en place un atelier ville perméable avec des partenaires plus du monde de l'urbanisme et plus du monde de l'écologie et de la nature en ville pour essayer d'accompagner les territoires et impulser des nouveaux projets. On développe aussi de la formation. Puis enfin, conférences et rencontres au niveau local, national et international. Et je voulais faire un petit focus particulier sur un nouveau projet dans lequel nous sommes partenaires qui s'appelle Co-ID Labs, qui est un programme européen qui est constitué d'un réseau d'observatoires de recherche pour la gestion durable de l'eau dans la ville. On a 17 équipements de recherche au niveau européen qui se sont associés, d'une part pour développer des recherches produites ensemble sur la gestion des eaux pluviales avec les outils techniques, je dirais classiques de réseau, bassin, mais aussi toutes les solutions à la source et leur efficacité tant d'un point de vue hydrologique que d'un point de vue autre, aménité urbaine,
ou encore biodiversité ou lutte contre les îlots de chaleur. Et donc, en appui sur ces 17 dispositifs, il y a une invitation à venir développer des programmes de recherche avec eux, que l'on soit européen ou pas. Donc, l'invitation est totalement ouverte. Et puis, on va essayer de travailler dans le réseautage pour mieux identifier quels sont les besoins de connaissances qui peuvent être produits par ces dispositifs de recherche ou besoin d'accompagnement pour l'assimilation des connaissances qui ont déjà été produites. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le site de COUD Labs. Dernier point d'introduction sur cette journée, je reviens sur ce modèle qui me semble intéressant, c'est que faire évoluer les pratiques en matière de gestion de l'eau dans la ville, faire évoluer les pratiques en matière d'aménagement urbain au regard de l'eau, ça nécessite une intervention à 3 niveaux, me semble-t-il. Le premier niveau, c'est de partager une vision commune de la place de l'eau dans la ville, peut-être de la place de l'arbre dans la gestion de l'eau, et plus largement de l'aménagement urbain, entre les différentes parties prenantes, qu'ils soient techniques, politiques, qu'ils soient au sein des collectivités ou qu'ils soient dans les partenaires techniques qui vont pouvoir développer un certain nombre de choses. Le deuxième niveau, c'est de l'inscrire dans une stratégie et établir un cadre d'action favorable, notamment dans tous les outils de planification et les outils de stratégie territoriale. On pense notamment à tous les documents d'urbanisme, les schémas directeurs en matière de gestion de l'eau, mais on a aujourd'hui des plans arbres, des plans d'adaptation au climat, au changement climatique, qui sont des cadres stratégiques qui permettent d'intégrer cette vision-là. Et puis enfin, il faut des réalisations, donc il faut des opérations exemplaires sur les territoires, qu'elles soient banales ou emblématiques, et puis développer un socle technique de connaissances communs pour être capable de développer ces solutions avec une certaine assurance scientifique et technique sur la pertinence des solutions qui sont proposées. On s'inscrit systématiquement dans cette approche-là dans nos échanges et dans nos webinaires. On anime depuis déjà quelques temps des rencontres sur ces sujets villes perméables, notamment dans le partenariat franco-québécois. On est aujourd'hui à notre 4e webinaire depuis 2020, mais on a fait un certain nombre de rencontres préalables à ces webinaires. L'idée, c'est vraiment d'être sûr des retours d'expérience qui soient, je disais déjà, des solutions plutôt classiques ou en tout cas qui n'ont pas une ambition exemplaire, mais qui sont plutôt à développer de manière quotidienne dans nos aménagements, ou des choses qui font un peu plus rêver, qui sont un peu plus emblématiques. Au-delà des expériences techniques, avoir une approche plutôt transversale, multidisciplinaire et pluriacteur, le lien eau et arbre en est un des volets. Et puis, on sent bien que l'enjeu, c'est pas tant la connaissance, c'est pas tant la technique, mais c'est bien l'accompagnement au changement et donc faire passer ces éléments de culture auprès de l'ensemble des acteurs pour que tout le monde s'en empare et fasse évoluer l'aménagement. Au programme aujourd'hui, on est autour de l'arbre en ville avec des opérations portées sur la métropole de Lyon, la ville de Montréal, la ville de Québec, des approches plus scientifiques aussi sur la concertation, sur la perception et la définition des espaces et leur mobilisation pour la perméabilité. Et donc, au travers des interventions d'Hervé Caltran, de Louise Hainaut-Etier, de Ghislain Breton, de Bertrand Kaufmann et de Thomas Boutreux, on va faire un beau panel de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut imaginer et ce vers quoi on peut aller en établissant ce lien entre arbre et eau. Ce qui est intéressant, c'est que sur la gestion des eaux pluviales, on a toujours le sentiment que c'est pas le fer de lance, l'eau pluviale, et qu'on doit s'appuyer sur d'autres fers de lance. Et l'arbre, c'est quand même quelque chose d'assez fort aujourd'hui dans l'aménagement urbain, dans la ville, dans la perception des citoyens aussi sur l'évolution de leur espace urbain. Et donc, on est persuadé que s'appuyer sur des dynamiques liées à la place de l'arbre en ville est probablement un levier d'action très fort pour les eaux pluviales. Mais on est aussi persuadé que les eaux pluviales sont un très bon outil pour développer l'arbre en ville et un très bon support pour l'arbre. Donc, c'est une rencontre aujourd'hui qui nous permet de creuser ces enjeux où on va coupler les enjeux, puis surtout coupler les solutions. Et des solutions communes vont répondre à nos enjeux, arbre d'un côté, eau de l'autre,
et puis plus largement d'adaptation au changement climatique, de lutte contre les îlots de chaleur, de qualité de l'aménagement urbain, etc. Voilà pour l'introduction. Un grand merci à tous les intervenants qui vont se succéder cet après-midi. Et je vais donc sans plus attendre céder la parole et céder mon écran à Hervé Caltran pour démarrer avec l'expérience de la métropole de Lyon. Bon, donc moi je suis Hervé Caltran, je travaille à la direction de l'eau à la métropole de Lyon et je devais faire une intervention avec Frédéric Ségur à deux voix qui travaille à la direction de l'environnement, de l'écologie et de l'énergie. Il est en train de présenter aujourd'hui le plan canopé de la métropole, donc il s'excuse. Moi je vais parler donc sur des arbres de pluie et comment on peut voir ces arbres de pluie comme facilitateurs de la désimperméabilisation. Donc, mon discours sera articulé autour de deux points. Un premier point qui va être refaire un peu un contexte sur cette désimperméabilisation et ce qui se passe au niveau de la métropole de Lyon, mais qu'on va retrouver dans d'autres collectivités. C'est important parce que cette désimperméabilisation, c'est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Et souvent, on a besoin de rappeler le contexte pour éviter de faire des raccourcis, des fois, qui vont être un peu pénalisants. Et première chose. Deuxième chose, c'est que je fais souvent un abus de langage et que je parle de désimperméabilisation, mais dans la désimperméabilisation, il faut aussi entendre la déconnexion des eaux de pluie, donc qui va complètement de pair avec cette désimperméabilisation. Donc, si ça marche bien, pour se remettre dans le contexte, donc cette désimperméabilisation aussi et cette déconnexion, c'est quelque chose qui est en lien très très fort avec les eaux pluviales et en particulier, il faut s'en souvenir, avec la gestion des eaux de pluie à la source. Et l'objectif initial de cette gestion des eaux de pluie à la source, c'était de lutter contre les inondations. Donc c'est une démarche internationale, je tiens à le préciser parce que donc, il y a nos collègues de Québec, mais c'est surtout des choses aussi qui se développent de partout. Et souvent, on parle de la métropole de Lyon comme un exemple, mais il y a plein d'autres choses qui sont ailleurs, donc c'est important de le rappeler. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que cette désimperméabilisation, c'est une politique publique qui a été très, très fortement, on l'a évoqué déjà un petit peu au début, portée par les acteurs de l'eau. Et au niveau des collectivités françaises, donc on n'échappe pas à ce portage par les collectivités. Et c'est souvent les directions ou les services de l'eau qui ont porté cette désimperméabilisation. Alors, si les objectifs étaient essentiellement la lutte contre les inondations, aujourd'hui, on voit qu'il y a de nombreux objectifs connexes et que dans un contexte de changement climatique, ce qu'on est en train de faire, c'est de passer d'une ville minérale à une ville complètement qu'on essaye de faire perméable et végétale, avec toute la question des îlots de fraîcheur urbains, la limitation des inondations, maîtrise des coûts, etc., etc. Donc là, alors c'est un point aussi qui va être très important quand on parle de cette ville perméable et végétale. Pour la métropole de Lyon, on distingue deux espaces. Le premier espace qui est la zone d'extension en périphérie de la ville, ou les zones à l'intérieur de la ville sur lesquelles on va avoir de la reconstruction de la ville sur elle-même, par grands îlots ou dans des aques ou des choses comme ça. La désimperméabilisation sur ces secteurs-là, elle est assez simple puisqu'on maîtrise tout l'espace. On peut faire beaucoup de techniques alternatives, donc on a de l'espace, ce n'est pas un souci. Où c'est beaucoup plus dur et beaucoup plus complexe, c'est sur les parties plus ou moins anciennes de la ville, celles qui sont déjà construites, sur lesquelles on va avoir des usages et l'espace est très contraint. Donc moi, mon discours, il va essentiellement s'articuler sur cet espace-là, où l'urbanisme va intervenir par petites touches. On va refaire un trottoir, on va refaire une chaussée, on va refaire un petit carrefour. Voilà, donc c'est là-dessus où j'interviens. Et je m'intéresse aussi essentiellement aux petites pluies, qui représentent environ 15 mm sur Lyon. On ne parle pas, là, dans ce dont on va présenter, des grosses pluies, des décennales, des trentenales, des centenales. Voilà. Donc, sur la désimperméabilisation, la gestion des eaux de pluie, ça fait à peu près une trentaine d'années aussi que la métropole de Lyon travaille sur ce secteur-là. Mais quand on réfléchit bien, ça fait que depuis 2015 où vraiment il y a une conceptualisation de la désimperméabilisation. Qu'est-ce que c'est cette désimperméabilisation? Et ça, c'est parti avec un projet qui s'appelle Ville perméable. Et ce projet, un des objectifs, c'était de mobiliser l'ensemble des acteurs de la ville pour venir
travailler sur la désimperméabilisation. Pourquoi on cherchait à mobiliser l'ensemble des acteurs? Eh bien, essentiellement parce qu'on a vu que même si des techniques alternatives étaient en train de se développer, les ouvrages de gestion à la source ou ce que Nina Cosset, donc, qui était une thésarde au niveau de la direction de l'eau, a appelé le contrôle à la source, on se rend compte que ce contrôle à la source, cette gestion des eaux de pluie, c'est quelque chose qui se développe très lentement, alors qu'on parle beaucoup de désimperméabilisation. Et une des hypothèses de Nina sur lesquelles elle a travaillé, c'était que la ville s'est structurée autour de grands projets d'aménagement, grands projets d'équipement. Et c'est pour ça que la collectivité, c'est comme ça que la collectivité a travaillé autour de ces grands projets. Et ces projets vont nécessiter l'intervention de services dédiés qui vont être constitués d'agents spécialisés, de gens qui travaillent beaucoup en silo, alors que la gestion de l'eau, le nouveau paradigme de la gestion de l'eau, c'est de travailler de façon globale et de travailler complètement de façon transversale. Et les ouvrages qui sont associés à la désimperméabilisation vont nécessiter aussi à ce qu'on travaille de façon complètement transversale. Et ça va être un peu mis en défaut par le nombre d'intervenants qu'on va trouver sur la gestion de la ville et des ouvrages qui en vivent. Et quand on regarde, pour vous montrer l'exemple de tous ces acteurs, sur la partie gauche de l'écran, ici, on voit sur une noue qui est en bordure de voirie le nombre d'intervenants qu'on va avoir. Déjà 2 collectivités, une collectivité qui est la commune, puisque la métropole de Lyon n'a pas la compétence sur les espaces verts, et puis au niveau des services de la métropole, on va retrouver des gens qui s'occupent des arbres, des gens qui s'occupent de la voirie, de l'assainissement, etc. Et sur la partie centrale, ici, donc, on voit aussi, c'est une ancienne représentation en cas d'urgence, quel service va intervenir dans l'espace urbain. Vous voyez que chacun a bien ses ouvrages sur lesquels on va intervenir. Et sur cet espace, sur ce graphique-là, déjà, on voit que les techniques alternatives ne sont absolument pas représentées. Donc, cette complexité de gestion de ces espaces, ça va être aussi un frein au développement des techniques alternatives. Donc, comment on peut faire? La question qu'on s'est posée, c'est comment on va pouvoir faire pour faire que cette désimperméabilisation s'accélère. Le choix qui a été fait, c'est de s'appuyer sur les arbres. Alors, pourquoi s'appuyer sur les arbres? Là aussi, ce n'est pas une idée qui est nouvelle, puisque déjà en 2008, on a des publications aux États-Unis sur la façon de gérer les eaux de pluie avec les arbres et ce qu'on appelle les sols structurés. Donc ça, c'est des choses qui datent de 2008. En 2010, donc je fais un petit zoom sur ce qu'a fait Björn Embren sur les tranchées de Stockholm, où là aussi il est sur des sols structurés et il cherche à gérer les eaux de pluie dans ces sols-là. Puis 2013, on a eu des livres anglo-saxons, Stormwater to Street Trees en 2013, qui montrent aussi qu'on pouvait gérer l'eau de pluie avec des arbres. Ça a été repris en 2014 par la ville de Bruxelles dans des fiches explicatives. On a retrouvé des articles intéressants, un livre en 2017 sur le rôle des arbres dans la gestion de ces eaux de pluie urbaines. Et puis en 2019, à peu près en même temps, la métropole commençait à travailler sur cette notion d'arbre de pluie. Donc le LESU a commencé lui aussi à réfléchir avec Martin Selle sur des choses un peu expérimentales pour mesurer l'évapotranspiration. Alors donc vous voyez que ce soit pour le LESU ou pour ce qui se fait, je pense qu'il va y en avoir aussi, on l'a évoqué avec nos collègues du Québec ou les anglo-saxons, des choses qui sont assez structurées et un peu complexes au niveau des pieds d'arbre. Donc la métropole de Lyon est partie sur une autre notion, quelque chose de beaucoup plus simple sur les arbres de pluie, basé sur la notion de solution fondée sur la nature, solution d'adaptation au changement climatique fondée sur la nature. Donc là, je ne vais pas revenir beaucoup sur cette partie-là parce qu'on l'a évoqué déjà lors du dernier séminaire. Et puis, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place sur la métropole. Donc, il y a plein d'exemples qui vont être mis en route en 2022, 2023, etc., avec des mesures. Donc, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler.
Mais très rapidement, ce qu'il s'agit de faire, c'est d'écouter autour d'un arbre, faire un changement de sol, de remettre des terres un peu meilleures, d'être un système qui va être en dépression pour déconnecter une partie des eaux de pluie et créer simplement une tranchée d'infiltration au niveau du fil d'eau pour pouvoir infiltrer une partie d'eau dans cette tranchée et qui puisse être utilisée par l'arbre pour derrière faire de l'évapotranspiration. Donc ça, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, on y reviendra, je pense, dans les mois ou dans les années qui vont arriver. Donc pourquoi on a décidé de s'appuyer sur l'arbre? Ben déjà, l'arbre, c'est quelque chose, c'est un objet urbain qui est connu, largement connu, puisque des premiers documents à Lyon montrent qu'en début du XVIIe siècle, en 1608, sur la place Bellecour, il y avait déjà des arbres. Après, les premiers arbres d'alignement dans le quartier des Brotteaux datent du XVIIIe siècle. Et vous voyez sur une photo, là, de la Croix-Rousse, en 1880, des alignements d'arbres qu'on va retrouver aujourd'hui en 2017. Donc, si on est sur un objet urbain qui est largement connu, qui est installé depuis longtemps dans l'espace urbain, forcément, il y a une politique autour de cet arbre-là. Et les premières politiques qu'on a vues arriver, c'est des politiques de protection, puisque dans les années 70-80, beaucoup de nombreux arbres ont été mis à mal, abattus. Donc, première charte de l'écologie à la métropole en 72, puis deux chartes de l'arbre, une qui date de 2001 et 2011. Pour aller au-delà de cette politique de protection, depuis 2017, il y a un plan qui s'appelle le plan Canopée et qui va plus sur une politique de protection, mais sur une politique de développement de l'arbre en ville. Pardon. Et ce qui est intéressant, c'est que cette politique de développement du patrimoine arboré, elle va se croiser avec d'autres politiques, une politique de santé, essayer de fédérer l'ensemble des professionnels autour de l'arbre. Donc sur la métropole, vous voyez, ça fait plus de 30 à 40 ans que la métropole se réinvestit dans le développement de la place de l'arbre en ville, essentiellement pour l'ensemble des services qui vont apporter à la population. Donc, il y a la nature en ville, il y a le rôle positif sur la santé, on va trouver la valorisation économique du foncier, etc., l'impact sur le climat et sur la biodiversité. Et c'est là où on va commencer à croiser avec les notions de désimperméabilisation. Donc, le nombre d'arbres aussi, c'est quelque chose qui est en plein développement, puisqu'on est passé en 90 de 40 000 arbres sur la métropole à aujourd'hui plus de 100 000, et que l'idée, c'est de continuer à développer la mise en place de ces arbres. Si l'arbre, c'est quelque chose qui est largement connu en ville depuis longtemps, c'est aussi un point de rencontre entre tous les services d'écologie urbaine, les services de nettoiement, que ce soit du nettoiement à la main autour des pieds d'arbres ou avec les machines. L'arbre est largement intégré dans la voirie, donc il est planté par les services de voirie au niveau de la métropole. Il intervient aussi au niveau de tous les services qui s'occupent de maîtrise d'ouvrages urbaines pour la création ou la réhabilitation d'espaces, et il intervient et il est aussi utilisé par les communes avec leur espace vert. Et en gros, quand on regarde dans tous ces services urbains, les seuls qui manquent, c'est les services qui gèrent l'eau et l'assainissement. Donc, une difficulté d'entrer en discussion avec nos collègues autour d'un objet commun. Donc, c'est pour ça aussi que cet arbre, et quand on va vouloir travailler sur l'eau et sur la gestion des eaux de pluie, c'est pour ça que l'arbre, c'est un point assez intéressant pour travailler. Et donc, aussi, ce qui est important, c'est autour de cet arbre, on arrive à casser un petit peu ce qui avait été mis en évidence par Nina Cosset, à savoir tous ces services qui vont travailler en silo. Là, on va arriver à discuter entre les différents services. Et ça a permis d'apprendre des choses et de voir des choses sur les contraintes des uns et des autres, l'intérêt des uns et des autres autour de ces arbres. Et de voir comment on allait pouvoir travailler. On a pu apprendre aussi au niveau de la métropole, par exemple, que nos collègues de la voirie réhabilitent plus d'une centaine de pieds d'arbres par an. Donc, on se dit que c'est intéressant, au lieu de laisser simplement la réhabilitation des pieds d'arbres, commencer à intégrer les notions de gestion d'eau de pluie, de désimperméabilisation et de connexion. Alors, si cet arbre, c'est aussi... si c'est un point de rencontre entre les services, c'est aussi un être vivant qui va être support de biodiversité. Et un arbre, tout le monde sait qu'il a besoin d'eau pour se développer, donc il va falloir l'irriguer. Et c'est beaucoup plus facile en ville, on se rend compte,
de parler de gestion de l'eau avec l'arbre et la nature en expliquant qu'ils ont besoin d'eau pour se développer, plutôt que d'essayer de convaincre des gens qu'il faut faire des espaces pour gérer l'eau, pour lutter contre les inondations, surtout si on travaille sur des petites pluies, ou que les espaces qu'on va faire en technique alternative va permettre l'infiltration de l'eau pour recharger une nappe, où on a beaucoup de mal à faire le lien entre l'eau qui va tomber, la recharge de la nappe, d'autant plus quand on est en centre urbain, on sait pertinemment que l'eau qu'on boit ne vient pas de sous la ville, mais vient de plus en amont, en général, ou de plus loin. Donc ça, c'est intéressant, cet arbre-là, pour parler gestion de l'eau au travers de l'arbre et pas simplement au niveau de la désimperméabilisation. Et puis, ce qui est de plus en plus important et qui est très porteur aujourd'hui, c'est tout ce qui va être évapotranspiration et qui va permettre de climatiser la ville. Donc, on revient sur un triptyque où on va travailler là aussi sur la biodiversité, qui est un sujet très porteur, avec le lien très fort entre l'eau, le sol et puis l'arbre, donc pour l'évapotranspiration, et l'efficacité du rafraîchissement en ville va être très liée à l'évaporation, qui va dépendre donc de la disponibilité de l'eau dans le sol, d'où ce lien entre ces trois parties, donc, qui favorise l'acceptation du discours par la population. On parlait un peu de concertation, hein, et on voit que l'arbre, c'est un élément important du cadre de vie et du bien-être. Donc, ça va faciliter tout ce qui va être sensibilisation du citoyen à la gestion de l'eau. Ça va faciliter leur mobilisation. Donc, autour des pieds d'arbres, hein, on a pas mal de nouvelles politiques qui se mettent en place sur des plantations florales, sur là aussi adopter un pied d'arbre. On le retrouve ça un peu au niveau international. Et cette mobilisation citoyenne, elle est d'autant plus importante qu'on peut penser que si le citoyen se mobilise sur l'espace public, ce citoyen va aussi se mobiliser chez lui, dans sa copropriété. Il ne faut pas oublier que cet espace de copropriété, hein, cet espace privé, représente entre 70 et 80% de l'espace. Donc, si on arrive à désimperméabiliser aussi cet espace privé, donc on risque de gagner beaucoup sur les questions de désimperméabilisation de la ville et de déconnexion. On développe beaucoup et d'ici 2030, par exemple, la métropole de Lyon souhaite passer d'à peu près 12% de la surface du couvert ombragé à 22%, hein, et de passer de 21% de linéaire planté en ville à pratiquement 30%, donc ce qui fait à peu près 40 000 arbres. Donc, on peut penser que si on arrive à travailler sur ces 40 000 nouveaux arbres ou sur les anciens arbres, on va pouvoir là aussi travailler de façon très importante sur lesquels on n'a pas de grands projets d'aménagement. Enfin, peut-être pour finir, donc l'arbre, c'est aussi un marqueur dans le temps et dans l'espace, hein. C'est un arbre, il a été nourricier, c'est un protecteur physique, c'est un protecteur symbolique aussi, il a fourni les matériaux pour s'éclairer, pour chauffer, etc. Donc il y a une relation qui est très profonde et assez complexe entre l'homme et le végétal, et en particulier l'arbre, et qui a laissé des traces, beaucoup de traces dans le conscient et dans l'inconscient de nos sociétés, hein. On se rend compte, on l'a un peu évoqué tout à l'heure aussi, quand on cherche à faire des abattages d'arbres en ville, ou certaines fois, par exemple ici à Marseille, donc les CRS sont venus se mettre autour des arbres. À Bordeaux, on voit des gens qui s'enchaînent pour la protection des arbres. Pour l'instant, on n'a encore vu personne qui s'enchaînait autour d'une noue ou d'un ouvrage de gestion des eaux pluviales. Quand on verra les gens se coucher dans des noues au centre-ville, on pourra se dire, tiens, on est en train de gagner la bataille de la désimperméabilisation. Voilà, donc quelques exemples. Alors, je me suis beaucoup appuyé sur l'arbre, hein, mais il y a une publication qui date de 2017 qui est assez intéressante par deux auteurs qui s'appellent Meliani et Arnoux, et qui ont présenté l'arbre comme un otage en ville. Et cette publication s'appelle Arbre en otage, l'utilisation à Lyon de l'image de l'arbre en ville par le politique. Et ça, c'est intéressant parce qu'elle invite à s'interroger sur le statut ambigu de ces êtres vivants, hein, ces arbres qui ont souvent été réduits au statut de mobilier urbain. C'est ce que j'ai présenté aussi un petit peu au début. Alors, quand on lit cette publication, pour ma part, je partage assez nombreux points de vue avec cette publi, et j'espère simplement que
modestement, en travaillant sur les arbres de pluie et en portant la vision du concept de solution fondée sur la nature, on va essayer d'améliorer un petit peu la condition d'otage de l'arbre en ville. Donc, pour conclure, je voulais montrer autour quand même de l'arbre que le couplage entre la désimperméabilisation et l'arbre, et entre le partage de la désimperméabilisation de la ville au sein de tous les services, c'est un axe très très fort qui a été pris par la métropole dans une toute nouvelle délibération qui est passée lundi, une délibération cadre sur la métropole. Je pense qu'on doit être une des premières collectivités à avoir fait ça en France, adossé au contrat d'agglomération, sur lequel il y a un engagement très fort de désimperméabilisation et de déconnexion de 400 hectares, avec un lien très fort aussi qui a été mis en évidence avec le plan Canopé, le fait de croiser ces différentes politiques de la ville, où on n'est plus simplement sur la gestion de l'eau, mais on touche à la santé, on touche au cadre de vie, etc. Donc c'est très intéressant. Et donc, il y a deux axes dans cette délibération qui reprend ce que je vous ai présenté. Un axe sur l'extension et le renouvellement urbain, sur lequel on a peu de choses à faire puisque la réglementation prend la main là-dessus et c'est beaucoup plus facile de faire quand on a de l'espace pour désimperméabiliser. Et un axe sur la ville existante qui est fortement appuyé sur les arbres de pluie et les solutions fondées sur la nature. Là aussi, donc, on parle des deux espaces, l'espace public et l'espace privé, avec des aides financières pour la végétalisation dans les espaces privés, donc en lien avec la désimperméabilisation. Donc voilà, j'espère que je suis resté dans les temps, que je n'ai pas été trop long. Donc, je vous remercie de votre attention. Donc, c'est une approche un peu différente sur la désimperméabilisation et le lien avec l'arbre. Donc, je vous remercie pour votre attention et puis je suis à votre disposition éventuellement pour des questions. Merci beaucoup Hervé pour cette illustration et comme tu le disais, tu as pris la parole au titre et au nom de deux services avec Frédéric Ségur, puisqu'on voit le plan arbre qui s'est développé parallèlement finalement, deux dynamiques parallèles qui se rejoignent aujourd'hui avec beaucoup de belles perspectives. Et puis merci pour ton appel à la mobilisation. Je ne suis pas sûre qu'on voit un jour effectivement des gens couchés dans les noues pour les préserver. J'espère plutôt qu'elles vont se développer et qu'on saura les mettre en œuvre et qu'on n'ait pas besoin de les défendre. On verra. On a quelques questions. Enfin, moi, j'ai relevé 3 questions dans le chat. Je vais peut-être les soumettre les 3. Une première question sur les essences d'arbres qui sont fonctionnelles ou pas et s'il y a une analyse sur les essences. Une deuxième sur l'impact hydrologique des arbres, si on l'a mesuré à certains endroits et si on est capable d'en dire quelque chose. Et enfin, sur l'opposition entre la sécheresse et le manque d'eau pour nos arbres en ville et le fait qu'on considère que notre eau de pluie est une ressource pour eux et est-ce que la qualité de ces eaux de ruissellement ou de ces eaux de pluie est adaptée au développement de l'arbre en ville. Alors, ce qu'on est en train de faire, pour l'instant, on travaille sur des arbres qui sont déjà plantés. C'est du réaménagement, je ne fais pas de plantation. Et on est parti sur toutes les essences qui étaient disponibles, aussi bien des essences comme des platanes, on doit avoir des cerisiers, d'ornements, etc. Donc, pour l'instant, on est parti sans choisir une essence plutôt qu'une autre. Le choix de ces arbres de pluie a été fait essentiellement en fonction des endroits où on avait des inondations locales, des îlots de chaleur, et comme on essaye de travailler sur des trames vertes et bleues, aussi des endroits où les citoyens avaient commencé à s'approprier ces espaces et fait des micro-implantations florales pour faire des suies. Alors, il y a une partie de ces arbres qui vont être équipés au niveau de tensiomètres pour savoir ce qui se passe dans le sol, qui vont être équipés de microdendromètres pour voir l'évapotranspiration et sur lesquels on va mesurer le biopotentiel. Donc ça va nous permettre d'avoir des informations pour savoir s'il y a des arbres qui sont plus ou moins intéressants. Donc, comme on travaille avec Frédéric Ségur des arbres de la métropole, il a un regard, lui, assez sensible aux arbres
Et je pense que si on a des arbres qui sont particulièrement adaptés à la sécheresse, on ne va pas faire d'infiltration d'eau au niveau de ces pieds d'arbres. Donc, la réponse pour l'instant, j'ai un peu développé, mais c'est on n'a pas encore de données et on ne sait pas, comment dire, on sait pas censurer sur des espèces d'arbres qui ont été plantées. La deuxième, sur la pollution. Donc, l'eau qui ruisselle, effectivement, elle est un peu polluée. Elle va passer dans des tranchées d'infiltration. Il y a du sol. Là-dessus, on ne se fait pas trop de soucis sur la capacité de ces arbres à résister parce qu'on n'a pas des masses et des masses de polluants. On est sur de l'urbain dense. On est au centre-ville dans lequel je n'ai pas de matériaux, de transport de matériaux dangereux qui seraient susceptibles de se déverser. Donc, c'est là, la question, on l'a évacué. Tu as des questions focus. Pardon, Hervé. Ouais, sur le sel. Une réaction sur les sels. Sel de déneigement. Donc, sel de déneigement, ça fait 2 ans qu'il ne neige pas sur Lyon, sur lequel on n'a pas de sel de déneigement. Et en plus, là aussi, comme on est sur des espaces qui sont très urbains, les personnes qui pourraient mettre éventuellement du sel, c'est les particuliers pour déneiger devant les trottoirs. Je pense que c'est quelque chose qui se perd de plus en plus en ville. Donc, cette question du sel, pour l'instant, sur la métropole de Lyon, il ne devrait pas y avoir trop de difficultés, surtout que les prévisions annoncent que 2030, on a le climat de Barcelone et 2050, c'est Alger. Donc, la question du sel, ça ne se pose plus trop pour nous. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait Il y avait l'impact hydrologique en termes de réduction des flux d'eau collectés. Alors ça, c'est pas fait, mais dans les tranchées d'infiltration aussi, donc on a mis des systèmes pour mesurer les volumes d'eau qui vont être infiltrés au niveau de chaque ouvrage, donc pour faire des estimations sur les abattements de l'eau qui est ruisselée. Là aussi, je voudrais... Tout le monde est en train de parler de ces arbres de pluie et focalise sur ce que fait la métropole de Lyon. Donc, j'insiste sur un point, c'est que ce n'est pas une solution miracle, hein, c'est une solution de gestion des eaux pluviales à la source, comme on en trouve plein d'autres, et c'est des solutions qui doivent être adaptées exactement aux arbres ou au contexte dans lequel c'est fait. Contrairement au tout tuyau où on peut faire du tuyau n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, ici, ces ouvrages et cette gestion d'eau pluviale, il faut vraiment l'adapter au contexte. Donc, il y a des fois, on ne pourra pas le faire, il y a des fois, on peut le faire, etc. Voilà. C'est une contribution. Ça fait partie des solutions qu'on mobilise. Merci Hervé pour ces réponses. La question du sel, elle revient assez systématiquement et on s'est dit, au gré, on n'a pas le bon document à fournir pour expliquer pourquoi finalement le sel, avec une bonne utilisation, n'est pas si problématique que ça pour la végétation et que les arbres et le sol autour permettent une bonne résilience de notre végétation par rapport à ça, en tout cas avec certaines précautions. Je ne sais pas si Sylvie avait envie d'intervenir, mais en tout cas, on a en perspective d'essayer de formaliser les messages pour avoir une réponse bien posée sur ce sujet-là. Oui, Sylvie. Peut-être demander à nos amis québécois qui, eux, n'ont pas un climat barcelonais et qui utilisent aussi le sel. C'est l'occasion. Moi, je n'en traite pas dans ma présentation, mais c'est vrai qu'ici, le sel, c'est un problème. On voit de plus en plus de routes qui sont gérées sans sel. Donc, on fait une gestion écologique des routes en hiver pour éviter que le sel se retrouve dans les milieux collecteurs. Il y a énormément de pression dans les ruisseaux, dans les lacs, pression sur la faune. Donc, au-delà de l'arbre lui-même, ça cause problème. Puis aussi, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a aucun... On n'a pas trouvé la solution miracle pour faire absorber le sel par la végétation de façon positive pour l'écosystème. En fait, c'est généralement mauvais pour l'écosystème. Il y a des espèces halophytes qui sont tolérantes qu'on peut installer dans les biorétentions ou les noues végétalisées. Mais le sel, c'est un gros problème aussi pour les arbres de rue, non seulement dans le ruissellement, mais aussi dans les embruns salins qui se dégagent quand les voitures passent sur la route. Ils vont envoyer des micro-gouttelettes dans les airs et ça endommage les bourgeons des arbres durant la période hivernale. Donc, chez nous, le sel, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de réduire le plus possible.
Bon, on a la chance en France d'en utiliser un peu moins que vous pour l'instant et effectivement, c'est peut-être moins problématique. Juste Marie Duguay qui voulait rajouter un petit point au niveau de Oui, si ça vous intéresse, justement, je ne sais plus si je te l'avais envoyé, Laetitia, on a mandaté l'IRBV et l'Université de Montréal pour faire une revue de littérature sur les impacts des chlorures sur les végétaux. Donc, on est parti justement sur une revue de littérature pour voir où est-ce qu'on en était dans l'état de connaissance. C'est difficile de sortir des conclusions précises, justement. On voulait voir si on sait qu'il y a un impact négatif des chlorures, mais est-ce que le fait quand même d'alimenter l'arbre avec une eau fréquente, parce qu'on sait que les arbres meurent souvent de la sécheresse aussi, est-ce que ça contrebalançait d'un certain côté les inconvénients pour les chlorures? Donc, si vous voulez, je pourrais vous envoyer justement le rapport pour diffusion. Puis, dans les prochains mois aussi, on va continuer cet élément de recherche de notre côté. Ça peut être un bon sujet de partage dans notre partenariat France Québec, je crois. Merci à vous pour vos contributions. Merci Hervé.